Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans Spécial Débat. Spécial Débat aujourd'hui, c'est la littérature. Nous allons parler vraiment des livres. Et j'ai un livre qui m'a beaucoup plu et j'ai cherché son auteur. Avec Kadima Nzouji, nous allons parler de ce bouquin que je vous recommande vivement, surtout aux femmes, et pourquoi pas aux hommes, parce que ce sont les hommes qui disent des choses ici, donc ne le dites pas à ma femme, nous allons décortiquer ça. Très heureuse d'être avec nous, Kadima. Moi aussi, très heureuse d'être avec toi. Ça me fait vraiment plaisir et ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature, mais j'aimerais quand même commencer par une question que l'on se pose souvent, par rapport à nous, Noirs, et surtout Congolais, on dit que nous n'aimons pas lire. Les Noirs n'aiment pas lire, et que pour cacher un secret, évidemment, il faut le mettre dans un livre. Est-ce que c'est un préjugé ou c'est vraiment réel? Je pense que c'est un préjugé, mais qui rencontre une certaine réalité. C'est pour ça que c'est ancré dans la tête des gens. En fait, la lecture signifie beaucoup, pour beaucoup, de l'effort. On n'a pas, je ne connais pas le taux d'alphabétisation, mais je pense qu'il est quand même assez bas. Les lecteurs sont concentrés dans les zones urbaines et pas périurbaine et non rurale, donc on a quand même ce problème. Mais à savoir que le Congolais n'aime pas lire, non, le Congolais aime lire, c'est totalement faux. On a des journaux, l'explosion de la presse en ligne en témoigne, on a des millions de lecteurs, un site comme politico.cd, actu.cd ou mediacongo.net, ce sont des sites qui comptent des millions de visiteurs jour. Donc, mais quand on dit lire, c'est vrai que ce sont les infos. Les Congolais, je sais qu'ils sont friands de politique. Mais quand je dis par exemple lire les classiques, genre classiques, on va voir les Molières, les autres et tout ça. Et aussi les auteurs africains ne sont pas très connus. Moi, quand je grandissais, il n'y a que Kamarala et les autres. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait étudier à nos enfants aujourd'hui. Est-ce que les écrivains africains congolais sont-ils vraiment lus ou connus? Alors là, par contre, ça rejoint l'affirmation précédente, à savoir que les Congolais ne lisent pas. Effectivement, il y a pas une sorte de désaveu, mais il y a moins d'attrait pour la littérature congolaise. Pour deux raisons, je pense. Elle n'est pas accessible. Donc, quand je dis elle n'est pas accessible, vous ne trouvez pas des livres partout. Et quand elle est accessible, elle est chère. Je prends le dernier ouvrage de référence dans les mines, qui est le Code minier de l'ancien ministre, du ministre honoraire Kitobo. Il est vendu à 80 $, je pense. Donc 80 $, pour certains, c'est leur salaire. Ils ne vont pas nécessairement tout dépenser pour ça. Donc vous voyez, par exemple, mon livre se vend, lui, à 15 $. Il y a encore un effort. Il faut se rappeler les petites BD qu'on avait avant. C'était quoi, 10, 20 zaïrs, je ne sais même plus, mais c'était rien. Je crois que c'était même moins que les 100 francs congolais actuels. Et ça se vendait comme des pains. Mais c'était des histoires attrayantes. Est-ce que les livres sont exonérés? Pas du tout, c'est 100% de douane. Ah, c'est ça qui pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Le prix de l'impression sur place pose problème. Si on imprime à l'étranger, le coût de transport pose problème, plus la douane. Donc il y a différents coûts qui constituent ou qui sont là pour faire une barrière à la lecture. Kadima, est-ce que vous n'êtes pas allé chez la ministre de Justice, de la culture, pour plaider qu'on exonère un peu les bouquins? Parce que pour les étudiants, par exemple, c'est très difficile pour un étudiant de s'acquérir des livres. Moi, j'étais à Dakar, au Sénégal, mais j'ai presque amené tout un sac de livres parce que ça coûtait tellement moins cher que j'ai dit que c'est pas possible. Comment, à Dakar, au Sénégal, il y a des livres moins chers et nous, je sais pas, on ne parvient pas à acheter des livres. C'est même des revues, des simples revues, ça te coûte 10 $, 15 $ et on ne parvient pas. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. On a un problème de politique culturelle qui ne date pas de l'administration actuelle, mais qui est assez récurrent. Mais qu'on peut casser quand même. Qu'on peut casser, et les villes que tu cites, donc tu as cité Dakar, tu pourrais citer Brazzaville. Oui, ce sont des villes de lecture, c'est-à-dire que à Brazzaville, par exemple, la FNAC s'est installée. Oui, j'ai acheté à la FNAC, évidemment. Voilà. À Dakar, la même chose. Ma famille est à Dakar, elle est Kinkie, bonjour. Donc, voilà. Donc, ce sont des pays ou des villes où il y a une vraie politique culturelle qui a accompagné. Ici, ce n'était peut-être pas le fer de lance. On était plus peut-être dans tout ce qui est théâtre, cinéma, danse. Et c'est peut-être ça qu'on a accompagné, parce que d'un point de vue, je prends
les ballets, tout le monde se souvient des ballets au temps de Mobutu, des ballets traditionnels. Même plus, hein, les ballets traditionnels. Mais c'était ça on a perdu ça aussi. Oui, mais c'était ça nos fondements de notre politique culturelle. Maintenant, le livre, et pourtant nous avons d'excellents auteurs. Tigui et les évidemment. Tout à fait. On a d'excellents auteurs, des auteurs qui marquent leur génération, et on se demande pourquoi on les met pas plus en avant. Mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, j'écrirais bien officiellement à Madame la ministre. Oui, je crois qu'on doit essayer de détaxer tout ça, parce que c'est très difficile d'avoir déjà 15 $ pour un étudiant, tu vois un peu combien énorme. Ça coûte, c'est énorme, donc ça casse un peu le goût de la lecture. Ne le dites pas à ma femme, pourquoi un tel titre, Kadima? Qu'est-ce que les femmes vous ont fait? Non, ils m'ont rien fait. En fait, c'est une histoire intéressante dans le sens que ce livre est né du Covid. Ah, ok. Donc j'ai eu l'idée de ce livre pendant le Covid, pendant la période de confinement, qui était pour moi une des plus belles périodes de ma vie. Ah bon? Ça vous a permis de vous reconcentrer sur vous-même? Surtout sur ma femme. Qui était à la maison. Oui. Mais il y en a qui ont pété le plomb, hein. Surtout en Europe, il y a eu des cas beaucoup. Vraiment de... Ah oui, il y a eu des meurtres. Mon Dieu. Merci, hein, merci. Oui. De la violence domestique familiale, domestique et tout ça. Mais c'est intéressant comme quoi on peut vivre le confinement de différentes manières. Et là, dans le cas express, c'était vraiment, on était très bien avec ma femme et tout. Et comme j'écris beaucoup, mais j'écris beaucoup, comme tu le sais, de la non-fiction, j'écris des articles scientifiques. Ma dernière étude, c'était sur la sous-traitance privée en République démocratique du Congo. Aussi, on l'a fait. On l'a fait avec Génération Congo, donc c'est exact. Mon univers est un univers scientifique et pas fictionnel. Et là, j'avais envie d'écrire, et il se trouve que ma femme ne comprend pas pourquoi j'aime Aya Nakamura. Elle ne comprend pas. Je suis amoureux d'Aya Nakamura. Moi, je l'aime aussi, son style, et pourtant, il y a beaucoup de Français qui n'apprécient pas beaucoup. Ils disent que Aya est en train de détruire le français. Elle parle un français incompréhensible, et pourtant, la jeunesse, elle est toujours top 1, numéro 1, hein, quand elle sort un single. Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle un personnage clivant, c'est-à-dire soit on est pour, soit on est contre. Il n'y a pas de demi-mesure avec elle. Elle me dit, je comprends pas, avec ton bagage intellectuel, ta maîtrise de la langue. Ça, beaucoup les francophones purs disent voilà, que tu aimes ça. Elle dit, mais c'est un sabir, c'est incompréhensible et tout. Et je me suis dit, tiens, mais ça, c'est pas mal. Ça veut dire que je ne pourrais pas dire à ma femme que j'aime Aya Nakamura. Et donc, j'ai écrit ce premier jet en plein confinement, cette première chronique, et j'ai donné à ma femme, elle a rigolé. Elle a rigolé, elle s'est dit waouh, c'est bien écrit. Et j'ai un ami qui s'appelle Francis Rissassi, qui est très difficile à faire rire, vraiment un pain sans rire, très sec, et je lui ai envoyé par WhatsApp la chronique dans la nuit. Il m'a répondu en rigolant. Oui, c'est très bien et tout, il faut continuer, c'est super et tout ça. Et c'est comme ça qu'est née l'idée je ne parviens toujours pas à prononcer ce nom, mais mes filles se moquent de fois de moi, Joël Opholie Jade, elles se moquent de moi parce que ce nom, je ne parviens pas. Mais pour vous, est-ce que c'est un bon exemple par rapport à la langue française? Nous qui aimons la langue française, moi j'aime beaucoup la langue française. Hein. Est-ce que c'est pas je sais pas, un danger, entre guillemets, de perdre la pureté de la langue française? Mais en fait, on part d'un postulat qui est propre à l'être humain, c'est que l'histoire commence avec nous. Pour tout le monde, la langue française commence avec nous. Non, la langue française, c'est la langue d'oc et la langue d'ouaille. Et je pense que c'est la langue d'oc qui gagne, la langue d'ouaille qui gagne et qui devient la langue dominante. Mais cette langue n'a fait qu'évoluer. C'est une évolution. Une évolution continue avec des mots étrangers, avec fenestre qui devient fenêtre, mais on a l'accent flex sur le E. Et il y a plein d'ajouts. Et tous ces ajouts, en fait, constituent la langue. Dans ce cas-là, alors, pourquoi on dénie à Aya Nakamura le droit aussi d'user de la langue à sa manière? Parce que quand elle dit sa dernière chanson, mannequin, Théma la dégaine, ça veut dire quoi ça? Théma, c'est mate-moi, regarde comment je suis bien, regarde la dégaine. Mais c'est une déconstruction de la langue actuelle. Exactement, pour faire quelque chose. C'est le verlan. Oui, du verlan pour le Théma.
et des gains qui pourraient être utilisés autrement, mais c'est une déconstruction de la langue actuelle. C'est comme ma fille m'avait dit, chez Lou, c'est louche. Moi, je comprenais même pas que c'était chez Lou, c'était louche, quoi. Mais ils sont en train de détruire nous de la vieille génération, on n'y comprend rien, quoi. Non, ils sont en train de créer leur propre langage, c'est qui est un signe d'intelligence, qui c'est un signe de communauté, et ce qui est un signe d'innovation. C'est ça, tu as dit communauté, donc il y a beaucoup qui disent c'est pas de la basse classe, comment je peux dire, le verlan par exemple, ou l'argot, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein. C'est pour une classe, entre guillemets, un peu... Oui, mais c'est ça, c'est vrai. De même que je... Il y a l'argot dans chaque langue. C'est perçu comme ça, il y a l'argot dans chaque langue, mais l'argot c'est quoi? C'est la langue d'une communauté. C'est comme les Lindoubi chez nous, quoi. Non, mais c'est comme les mots employés dans le journalisme. Quand on parle, je ne sais pas, de chuter, quand on parle de... Mais c'est des mots qui sont propres au métier. Il y a des mots du journalisme comme il y a des mots du droit. Et c'est dommage qu'on veuille faire un procès à cette dame. Ok. Deuxième titre, je déteste les showeuses et les showeurs du net. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'était très intéressant. C'est que je ne savais même pas qu'il y aurait pu avoir un jour un scandale comme Porti Portal à Dubaï. Mais en fait, c'est tous les gens... Il y a un contraste. C'est que c'est tous les gens qui vont aller sur LinkedIn et qui vont mettre CEO de ceci et tout ça, mais ils prennent le bus avec vous. Tous les gens qui veulent montrer une autre vie que celle où je ne mange pas, par exemple, moi je ne mange pas les matembele, je ne mange que du caviar et tout ça, mais vous allez vous retrouver chez Flore ensemble. Et ainsi de suite. Donc montrer ce décalage. Mais d'un autre côté, je voulais montrer qu'il y a quand même un désengagement de l'économie, parce qu'il y a une économie derrière, on en discutait tout à l'heure d'ailleurs, avant l'émission, il y a une économie derrière YouTube, il y a une économie derrière Instagram. Et pourquoi on ne va pas prendre une Déborah Mouton, on ne va pas prendre une Paulette Kimuntu, on ne va pas les prendre comme égérie de marque? Pourquoi on ne le fait pas? Alors ailleurs ça se fait. Ailleurs ça se fait. Et les gens gagnent leur vie. Aujourd'hui, on ne va pas me dire que le nombre de followers que tu as ne suffit pas à être représentatif d'un produit, quel qu'il soit. Ici, on ne comprend pas ça. On n'a pas encore compris ce... Et c'est ça que je voulais montrer. On flash sur le destin des gens. C'est comme le monsieur de TikTok qui a aujourd'hui... comment ça s'appelle? Oui, celui qui fait ça, là, oui. Ouais. Tabilam ou Lam, quelque chose. Il n'a jamais prononcé un mot aujourd'hui, mais c'est le TikToker qui a aujourd'hui le plus grand nombre de followers. Et lui, le jour où il quitte la plateforme TikTok pour aller sur notre plateforme, c'est fini. Hein, c'est 2 millions de personnes qui partent avec lui. Donc, il a un poids, il y a des marques qui vont avec lui. Parce que voilà, il a quelque chose à vendre. Alors pourquoi nous on le fait pas? Et là, je vois que Vlisco a pris des Distone. C'est bien, mais il n'y a pas qu'elle. Je veux dire, je ne critique pas le choix. Je veux dire que là, pour le vêtement, pour la mode, le choix est presque parfait. Est totalement parfait, mais je suppose que dans d'autres domaines... Qui passons à la télé, nous qui aimons les pannes, mais on ne s'occube pas de nous, quoi. Mais justement, ce serait bien... On a des nombres incalculables de followers sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut valider. Mais ça, ma démarche est toujours de montrer ça en rigolant, J'aimerais parler comme Dadju. Moi, je suis fan de Dadju. Hein, mais qu'est-ce que Dadju a de particulier? Alors, ce que j'aime chez Dadju, c'est qu'il arrive à concilier des mondes qui sont totalement différents. Ça veut dire que quand Dadju... Et ça, c'est un phénomène... C'est un phénomène qu'on retrouve dans les productions... les créations originales Canal+, comme Madame, Monsieur, Weki, mais qui, d'un point de vue différent. Et Dadju, il a un langage, on veut dire, quasi universaliste. Quand il va chanter Reine, donc il attend d'une femme, il célèbre une femme qui va devenir la mère de son enfant, que ça soit chanté à Kinshasa ou que ça soit chanté à Paris, il y aura toujours le même engouement. La même émotion. Quand il va chanter Lyon, la même chose. C'est ma chanson préférée dédiée par mes enfants. Quand il va chanter Lyon, c'est la même émotion. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il avait chanté ça pour moi. Mais oui, mais c'est vraiment personnalisé en fait. C'est ça. Il arrive à rendre personnel des causes qui sont universelles. Et il a ce talent. Il a vraiment un talent fou. Et je crois qu'il a compris comment vivre dans ces deux univers en allant sur une langue. La langue française en fait. Et maintenant il surfe sur le lingala. Vous trouvez que ça va aussi en lingala? Oui, il y a sa chanson Ambassadeur qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il fait bien ou pas bien de rester sur ce... Comme
à un moment, il faut parler d'argent. Quel est le public qui lui rapporte le plus? Je pense que c'est le public français. Si c'est le public français, moi, bon, je suis pas conseiller d'artiste, mais je pense qu'il doit rester sur cette lancée et qu'il fasse... Il peut faire aimer le lingala chez le français, parce que nous aimons par exemple la musique anglaise, mais je pense qu'il a ce talent où, en mettant des mots de lingala, et quand je vois par exemple Fally, c'est tout à fait le contraire. Sa langue de base, c'est le lingala. Il ajoute du français. Là, dernièrement, je viens de voir qu'il était à un défilé de haute couture, Gauthier, mais les gens crient dans la foule. Moi, je dis, Fally Poupa, il y a 10 ans, des gens qui crient Fally, c'est même impossible. Donc, on a des gens qui ont réussi à faire avec ce que nous sommes des choses différentes et qu'on peut proposer au monde plus large. Vous avez parlé de Fally. Est-ce que beaucoup le critiquent un peu parce qu'il dit qu'il se francise un peu trop, je ne sais pas si le mot existe, il perd son premier amour qui est le rumba, le lingala, parce qu'il veut cibler un autre public qui est la France et tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Est-ce que Fally n'est plus le Fally que nous avons connu avec Liputa par exemple, et quand il chante en français? Est-ce que c'est la même chose? C'est le même Fally? Non, je pense qu'il fait passer la même émotion aussi. Je pense qu'il fait passer la même émotion, mais l'exécution, la manière de faire a évolué. Il a d'autres ambitions, il veut toucher un public plus large. Il a décidé que pour toucher ce public plus large, il devait s'adapter, donc faire des concessions artistiques, et il en fait. Et ça peut être un style, de la même manière que Papa Wemba a fait Wake Up, mais en restant essentiellement ce qu'il est. Papa Wemba et Fally, et il faut l'avouer, un des plus grands artistes en exercice congolais. Moi, je sais que vous êtes un peu... on va continuer, mais j'aime, comme j'ai vraiment quelqu'un qui adore la musique, est-ce que les feats aujourd'hui sont bénéfiques pour les artistes? Et dernièrement, quand on a, lors de la cérémonie des BET Awards aux États-Unis, on a fustigé le fait que les francophones n'ont pas de prix. Alors, est-ce que c'est parce que les francophones ne chantent pas en anglais qu'il est difficile pour eux d'avoir ou d'obtenir des prix aux BET Awards? Je pense qu'il y a cela, mais il y a un autre parallèle. Est-ce qu'on a pour l'instant des chansons soit en lingala, soit en français, je parle pour les Congolais, qui s'imposent de manière internationale? Est-ce qu'on a encore ces morceaux? Je pense qu'on n'y est pas encore, mais on pourrait le faire. On pourrait même avoir des morceaux rien qu'en lingala qui s'imposeraient. Donc là, je crois que c'est l'opportunité, la rencontre entre le temps et l'audience. Et quand les deux sont ensemble, ils créent l'opportunité. À ce moment-là, on chante. Mais chanter en anglais serait le chemin le plus facile. Mais est-ce qu'on a envie de le prendre? Toujours, hein? Gims, par exemple, a essayé en anglais, il passe pas. Voilà. Johnny Hallyday a essayé, ça passe pas. Mais Céline Dion a essayé. Voilà. Donc c'est passé. Quelle est la différence entre Johnny Hallyday et Céline Dion? Je crois que c'est un problème d'opportunité. Et il y a une chose, la musique n'est musique parce qu'elle nous émeut. La première chose, c'est la balade. Je sais pas, moi j'ai une chanson qui me vient en tête, c'est Tatami de Roissy. Donc quand j'entends, je rigole. Quand j'entends cette chanson, ou quand je vois le métis Fabregas, quand j'entends ces chansons, dont la dernière, Yamado. Bon, mais je rigole. Oui, l'avant-dernière. Je rigole. Mais c'est ça qu'on recherche quand on écoute la musique. Donc, passer par toutes les émotions, en fait. Voilà. Mais si je vais dans une langue où moi-même je suis pas à l'aise et j'arrive pas à faire passer l'émotion, ce ne sont que des mots que je répète, je pourrais avoir la plus belle voix au monde, si l'émotion ne passe pas, je n'atteins pas ma cible, oui, ça passe pas. Donc, et la traduction des chansons anglaises en chansons françaises, on dirait que c'est pas la même chose. Quand on prend une chanson comme une des chansons de Dadju qu'il a tirée de le gars américain, j'ai oublié, Mario, voilà. Mais on dit que c'est vraiment pas ça, même si c'est le même rythme. Mais c'est pas, lui, il a chanté en anglais, il a fait passer autre chose, mais en français. Effectivement, moi quand j'ai entendu la chanson, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça? Oui, c'est vrai. Let me en titre en anglais, ça me fait bon. C'est Let Me quelque chose. Mais on a dit qu'en français, c'est pas vraiment ça. C'est pas la même émotion. Mais il y a tout le temps répondre. Mais il y a aussi une contrainte qu'il avait en plus, c'est que son phrasé et ses mots doivent
coïncider avec le chant, le rythme, le chant. Voilà, donc, et c'est ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et c'est des contraintes qu'on n'a pas quand on crée sa propre chanson. Donc je crois qu'il y a tout cet univers à découvrir. Et je pense que au-delà de ça, quand les chansons francophones s'installeront de manière définitive, et là ça va passer. Moi je pense simplement toujours Aya Nakamura. Elle a quand même sorti un album avec publicité sur Times Square à New York. Il faut le faire. Je veux dire, rien qu'en coût de promotion et de publicité, si sa boîte accepte de faire ça, c'est que derrière, ils savent qu'ils ont un public. Mais ça fait... là, moi, je comprends jamais compris. Cette chanson, c'est vraiment pas de ma génération. Il y a un autre titre, Je veux devenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va lire, vous allez découvrir. On a coupé l'eau. Ouais. Donc c'est pendant le confinement, il n'y avait pas d'eau, c'est ça? C'est un peu l'esprit? Non, mais ça c'est pour tout. Je rends gloire à tout ce qui arrive à tous les quinois de temps en temps. Ah bon, le problème d'eau, c'est... Les problèmes d'eau, c'est très récurrent. Et aujourd'hui, on est... Kinshasa, ce qui est bizarre, Kadima, il y a beaucoup de forages aujourd'hui. Hein. Oui, beaucoup. Mais c'est bizarre, et pourtant on a des sources d'eau intarissables ici. Non, expliquer ça? Je connais pas les problèmes de la régie des eaux, mais oui, je voulais montrer à travers mon personnage qui s'appelle Azangankombo, je voulais montrer la difficulté qu'il y a parfois à avoir de l'eau. Est-ce que ça pouvait entraîner comme situation drôle et gênante? Les vieux, c'est compliqué. Ben, c'est vrai, ça c'est mes filles qui me disent, maman, t'es trop compliqué, tu comprends rien, c'est pas de ta génération. Est-ce que cette question générationnelle là, c'est ça la vie en fait? On doit tous passer par là. Hein. Je pense, oui, on doit tous passer par là. Et puis c'est pas vrai quand on dit que tu ne comprends rien, c'est que il y a un moment où on accepte de ne plus vouloir comprendre. Moi, j'ai fait WhatsApp, j'ai fait Messenger. On est passé sur Snap, maintenant c'est TikTok. Et moi j'ai dit Snap. On doit s'adapter ou j'ai dit Snap, je veux pas. J'ai essayé, moi, des conversations qui s'évanouissent au fur et à mesure que je parle, ce n'est pas pour moi. Donc ça, je laisse. Et TikTok alors, comment vous faites? Parce que TikTok, moi c'est les enfants qui m'ont dit, vas-y, tu vas atteindre à mais c'est grâce à toi et certaines personnes que je suis sur TikTok. Moi, je ne comptais pas y aller. Et puis on a commencé à m'en parler, et puis j'ai vu tes vidéos, j'ai vu les vidéos de personnes, je dis bon essayons, voilà. Et je ne parle que du livre sur TikTok. Oui, ça c'est bon, à chacun ça... Oui, chacun, et je compte pas parler d'autre chose, c'est vraiment pas le but, quoi. C'est vrai que beaucoup disent, moi je dis aux gens, c'est ça le monde, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du pire dans ces réseaux sociaux. Ah, ça je vois des... Tinder et Mythique, je connais un peu, des sites de rencontres. Les hommes viennent de Tinder, les femmes viennent de Mythique. Mais chez nous, en RDC, est-ce qu'on a des sites de rencontres? Est-ce qu'il y a beaucoup de Congolais dans les sites de rencontres? Il y a eu un site qui avait été créé par un Congolais, j'ai oublié le nom. Je n'en ai plus entendu parler. Ici, dans les sites de rencontres, j'ai écrit ça parce que justement, j'ai un ami qui m'a expliqué que Tinder marchait ici. Ah bon? Je vais essayer un peu. Il y a Tinder ici? Oui, et alors? Et Mythique aussi? Mythique, non. On m'a parlé de Tinder. Okay. Alors je me dis, tiens, ça marche. Et qu'est-ce que ça donnerait? Alors pourquoi je mets les hommes viennent de Tinder et les femmes de Mythique? C'est une parodie des hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Okay. Voilà. Et je voulais montrer en fait que dans la relation amoureuse, les hommes sont des consommateurs. Ce qui est le but de Tinder. On ne va pas sur Tinder pour se marier. On va sur Tinder pour passer du bon temps. Ok. Et les femmes, c'est plus dans Mythique. Donc Mythique, pour des rencontres qui vont aller jusqu'au mariage. Enfin, ça, c'est la femme. C'est ça. Et ça, c'est la femme. Et c'était intéressant de voir finalement les deux approches, le pourquoi du comment, et de voir un peu comment ça se débat. je vais lire un passage. C'est quoi Tinder? T'entends, tu mates la photo, tu catches et tu next. Tu nini, tu catches. C'est ok, tu next pour choisir une autre fille. C'est gratuit. Fais-les, tonton, fais-les. Tu mets ton giga et tu fais ton marché. Mais petit, donc, tu choisis tes copies dans le téléphone, à l'église, au travail, il n'y a personne qui te plaît. Et tu te maries comment? Tonton, avant d'acheter une voiture, il faut l'essayer. Mais c'est grave, toi, t'es comme ça. Mais c'est vraiment... il nage dans les 19-20 ans, ce gars. Voilà, et ça, c'est vraiment... donc, c'est le neveu du personnage principal. Et c'est vraiment l'esprit que les gens ont, oui. Est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, vraiment, ça... Qu'est-ce que ça a apporté dans la jeunesse?
beaucoup disent que les réseaux sociaux tuent la jeunesse. En fait, les jeunes sont dans l'accessoire et non dans l'essentiel. Tu vois, comme dans TikTok, il y a vraiment des filles qui sont à moitié à poil, hein, permettez l'expression, des jeunes qui montrent leurs biceps, mais on dit qu'il n'y a rien d'intellectuel. Mais je pense qu'on fait un mauvais procès aux réseaux sociaux, dans la mesure où ils ne font que démultiplier ce qu'on fait dans la vraie vie. Je veux dire... quand moi j'étais jeune, les gens allaient dans les fêtes. On avait aussi les booms à l'époque. Oui, les booms. Il y avait aussi des gens, des demoiselles à peine vêtues, des gens qui montraient leurs biceps, mais ça restait entre nous. Je veux dire, c'était des espaces clos. Ici, maintenant, grâce à la technologie, ça s'est démultiplié. Ça fait que démultiplier nos instincts. Et aussi, il faut savoir qu'on critique les réseaux sociaux, mais il nous faut une politique des réseaux sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, un pays comme la Chine a démontré qu'il y a certains contenus qui ne vont pas passer. Il y a certaines... par exemple, on m'expliquait que le TikTok... TikTok en Chine aussi, hein, mais c'est leur invention, TikTok. Oui, mais ils ont un TikTok particulier avec beaucoup de contenu éducatif et tout ça. Donc, il y a moyen d'avoir une politique du numérique en la matière. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. Aussi en même temps, parce que voilà, l'homme adore la liberté, donc on doit gérer cette liberté. On doit pouvoir gérer, canaliser et la liberté ne vaut que si elle ne heurte pas la personne et puis tout le monde. En fait, c'est un peu comme aujourd'hui, on a un phénomène de sextape qui s'est amplifié. Je ne sais pas si tu en as parlé ici. Non, j'en ai pas parlé. Mais c'est quand même grave ces histoires. On dit que ce sont les hommes qui publient souvent, les hommes et les rivales, hein, de temps en temps, quand ils tombent sur des nudes de ses rivales, et bien voilà. Et puis voilà, mais en général, c'est ce qu'on dit. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que derrière, on a un code pénal, même s'il est ancien, qui qualifie ce type d'infraction. On s'est adapté à ça ? Il faudrait qu'on le modifie, il faudrait vraiment qu'on ait des discussions atteinte de diffusion de matériel pornographique, atteinte aux bonnes mœurs. J'ai oublié les textes, mais on n'agit pas sur base de ces textes, premièrement. Deuxièmement, il faut avoir une politique d'éducation. Il faut dire aux gens à un moment, t'es jeune, c'est bien et tout ça, mais que quelqu'un te demande de faire une photo de toi nu et que tu lui envoies, il ne faut pas le faire, tout simplement. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants, toi, personnellement, par rapport à... Tu as déjà des jeunes filles? Non, je n'ai pas de jeunes filles. Mais tes nièces, par exemple, tes nièces, tes petites... Ah, moi, je dis, il ne faut pas faire. Mais on est dans un rapport amoureux, on est dans un rapport de force. Ah non, c'est difficile, c'est pas évident. Et c'est là où vous voyez la différence entre nos pays et les autres pays. Je vois qu'il y a des campagnes aux États-Unis, il y a des campagnes en France. Aux États-Unis, il y a une législation qui s'appelle revenge porn. Oui, revenge porn. Exactement, le rival, le conjoint abandonné, ou le copain délaissé, ou la copine délaissée. Là, c'est vraiment puni. Et là, c'est puni, il y a toute une législation dessus. Donc, il y a aussi, sur les sites qui diffusent de la pornographie, il y a des restrictions, il y a ce qui peut être fait et tout ça, parce qu'il y a un large domaine qui est celui de l'amateur, donc les gens qui par envie postent eux-mêmes, mais quelles sont les conditions, est-ce que les gens étaient consentants et tout ça. Donc ça ne résout pas tout, mais il y a un arsenal juridique qui est en place. Je parle du droit puisque c'est mon domaine d'intérêt, c'est professionnellement ce que je suis juriste. Donc il y a un large panel d'arsenal juridique qui est en place, et à ce moment-là, oui, on peut agir, mais je pense que ça va aussi de l'éducation et de montrer l'intérêt. Après, comme je dis, on est dans des rapports de force. Est-ce que vous avez suivi la dernière chanson du groupe Impair? Oui, j'ai rigolé. Elle est sortie hier ou avant-hier, oui. Mais beaucoup me disent, est-ce que il a cité quelques prénoms, moi je ne dis pas non, les prénoms. Est-ce qu'ils peuvent les poursuivre? Pour diffamation, je dirais non, puisque qu'est-ce qui prouve que c'est la personne? Ah, ok. Non, c'est même pas diffamation, chez nous c'est imputation dommageable. Imputation dommageable. Mais il faudrait, en fait, je connais pas la jurisprudence en la matière, mais il faut quand même relier ces noms à des prénoms et à des cas. Il y a des choses, quand vous les écoutez, vous dites c'est d'une évidence, mais il faut des preuves. Mais il faut le démontrer. Après, qui a envie de faire un procès à des gens, à un groupe aussi populaire que MPR, passer des années là-dessus, donc avoir son nom tous les jours dans les journaux pour revenir. Donc il y a une sorte de... Non, je ne veux pas m'engager dedans. Et puis, il ne faut pas oublier que notre système pénal
ne prévoit pas système pénal. Notre système ne prévoit pas des dommages et intérêts comme aux États-Unis. C'est pas parce que vous gagnez contre un groupe comme le MPR qu'on va vous donner $1 million. Non, c'est pas ça. Donc il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est l'honneur ou la dignité. Mais pour le MPR, comment vous jugez ce groupe? Parce qu'ils font un rap en lingala. Et vraiment, c'est... ils ont révolutionné quand même quelque chose. Vous savez, il y a... C'est une évidence de dire qu'on a un beau pays. C'est une évidence dire qu'on a une belle culture, qu'on a des gens bien, mais on a effectivement des talents au Congo et MPR. Et alors, on a eu la chance d'avoir une chaîne comme 13 TV qui a permis, non pas les... TV du Congo, hein. Surtout du Congo. On découvre des talents. Voilà, et qui a permis l'éclosion de ces talents. Non pas qu'avant, il n'y avait pas de clip ou quoi, mais le fait d'avoir à se confronter à des standards pour être qu'on appelle ça, diffusé, fait qu'il y a une créativité. Moi, je me rappelle le clip de Céline Banza, je crois, c'est Départ, avec Youssoufa, qui est le réalisateur, je pense qu'il s'appelle Regan. Mais quand j'ai su qu'il était congolais, quoi, tout le monde est congolais dans l'histoire, vous dites waouh, ça vaut la peine. Et puis elle chante dans sa langue à un moment. Le King Bandit, oui, c'est très beau. Et pour revenir sur le groupe MPR, je pense. Après, ils se sont fait. Le MPR s'est fait le leader des revendications sociales non dites. Donc ils ont, c'est de la chanson engagée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est de la chanson engagée, mais qui ne se dit pas engagée. Donc le but est toujours de vous montrer quelque chose de plaisant, quelque chose de drôle, mais quelque chose d'actuel, de frais. Mais c'est toujours, il y a toujours une réflexion derrière. Ce sont les porte-paroles d'une société. C'est vrai que la télé, c'est les temps, mais vous avez parlé, je déteste les NAPEX et pas les NEPI. Moi, je suis NEPI, de toute façon. NAPEX, c'est quoi? En fait, quand j'écris la première, c'était Je déteste les NAPI. Et j'ai fait lire ça à des amis NAPI et j'ai eu un retour de bâton terrible. Oui, mais c'est pas normal. Nous, on n'est pas comme ça, tout ça. Les filles que tu écris ne sont pas des NAPI, ce sont des NAPEX. Donc, NAPI extrémistes. J'ai dit, ok. Oui, donc, qui sont vraiment... moi, je crois que je suis dans les NAPEX un peu. Et donc, pour me dédouaner auprès des NAPI et éviter tout problème, j'ai écrit « J'aime les NAPI, je déteste les NAPEX ». Qu'est-ce que vous pensez de ce... Est-ce que ça a un effet de mode? Est-ce que on se réapproprie notre propre identité? On se permet d'aimer nos propres cheveux? Moi, je suis vraiment NAPEX, hein, et permettez, dans le sens là, je suis vraiment NAPEX, moi. Vraiment, je me bats pour ce retour vraiment de l'amour de nos propres. Mais je crois que dans le combat NAPI et NAPEX, il y a beaucoup de problématiques qui sont mises en jeu, il y a beaucoup d'enjeux. C'est autant de l'identité, autant l'amour, il y a des gens qui aiment vraiment être NAPI, ils aiment comment sont leurs cheveux. Moi, et donc, je suis dingue. Donc je ne peux pas réduire ça qu'à un mouvement politique. Ce n'est sûrement pas un mouvement éphémère parce que c'est une autre manière de se voir. C'est un autre rapport au monde, c'est une autre manière de se voir en tant que femme. Je ne sais pas si vous suivez la série Eki. L'actrice principale qui s'appelle Nelly Belval, elle est splendide, elle incarne son rôle totalement, je la trouve extrêmement belle, mais je n'aime absolument pas son piercing qu'elle a ici et j'aime pas ses cheveux nappis. Mais c'est un des éléments qui a fait que j'ai suivi la série parce qu'elle était là et qu'elle incarnait bien son rôle. Donc c'est pour dire que il y a un, comment on appelle ça, le nappy, c'est plus qu'un... Pour moi, c'est un art de vivre, en fait. Mais quand on part, par exemple, à Hollywood, c'est très difficile au NEPI de tourner de temps en temps des films avec leurs propres cheveux. On les impose des perruques et tout ça. Des fois, moi, je trouve ça un peu aberrant. Parce qu'on ne demande pas aux blanches, aux caucasiennes, par exemple, voilà. Mais nous, on nous demande d'être comme les caucasiennes, forcément, à chaque tournage. C'est quand même aussi un peu embêtant, moi, je trouve. Mais ça, c'est le rapport de force. Et puis... comme dit un adage ou un proverbe, les hommes sont conquis par ce qu'ils voient, les femmes sont conquis par ce qu'elles entendent. C'est pour que ça que les uns se maquillent et les autres se parlent bien. C'est ça c'est ce rapport-là. Donc si c'est une femme
et qu'elle voit que apparemment quand j'ai des cheveux qui tombent jusqu'ici, que je sois noir, beaucoup d'hommes se retournent. Je peux mettre les cheveux que j'aime pas. Et c'est pour ça que quelque part le mouvement Napi dépasse finalement le regard collectif pour privilégier le regard sur soi-même. Mais dans ce dépassement, ce regard sur soi-même, peut-être que de la prochaine génération ce sera le contraire. Tout le monde voudra être Napi. Et faut jamais oublier qu'au 15e siècle, au 15e ou 14e siècle, au Moyen-Âge européen, la beauté d'une femme, c'était d'avoir la peau blanche. Très blanche. Très blanche, même. Presque pâle. Ouais. Ça prouvait qu'elle vivait dans un château, ou en tout cas dans un endroit abrité du soleil. Aujourd'hui, ce qu'il faut prouver, c'est qu'on est capable de partir en vacances tout le temps, donc il faut avoir la peau bronzée. C'est la même civilisation, c'est des époques différentes. J'ai quelqu'un qui adore la culture, donc vraiment je profite de toutes mes questions. L'appropriation culturelle. Dernièrement, je vis que vers le mois de septembre, il y aura un nouveau film, genre un peu Black Panther, mais sur les Amazones, les Gaugiers, joué par Viola Davis. Mais beaucoup de Noirs se disent, mais pourquoi vous ne prenez pas des actrices black africaines, mais vous prenez les Noirs américaines qui ne sont pas forcément africaines. Ouais. Donc, ce combat-là, maintenant, il y a un combat entre les Noirs africains et les Afro-américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on doit faire notre propre cinéma. Mais eux, ils prennent nos histoires. Les Mboji et les Amazones, c'est en Afrique, c'est au Bénin. Mais oui, tout à fait. Ils prennent nos histoires et ils font vendre. Mais... Oui. Mais je pense qu'ils doivent, je pense qu'on doit faire nos propres histoires. Et ça a toujours été le combat, en fait. Quand c'était Mwana Nsusu. Oui, avec le groupe Salongo. Oui. Qui n'a pas ri? Tout le monde. La seule chose qu'on a fait, c'est pas professionnaliser ça. Exactement. Hollywood, ils l'ont fait. On est dans les mêmes époques, ils essayent et ils font. Et ça ne dérange personne. Et c'est ça la force. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est un des pays africains qui apporte le plus de films sur Netflix. Tout simplement. Ils sont beaucoup. Et alors, je pense qu'au lieu de concentrer nos efforts pour savoir pourquoi on ne prend pas des Africaines, on devrait concentrer nos efforts à créer du contenu. Ok. Tu as dit ici que tu n'aimes pas les juristes, parce que après ce sera la fin, parce que la télé c'est le temps, vous allez découvrir ça si vous voulez vraiment passer un bon moment, alors vous devez vraiment lire ça, parce que moi je n'ai pris que les grands livres. Pourquoi les juristes? Moi j'ai une sœur juriste, c'est quand même... Moi je suis docteur en droit international économique, mais c'était de l'autodérision. Et puis les juristes... Moi j'aime bien de l'autodérision, c'est ça que les Noirs n'ont pas, on me dit, le Noir n'aime pas l'autodérision, le Noir n'aime pas les caricatures, le Noir n'aime pas les choses qui voilà quoi. Est-ce que c'est une question d'éducation ou de niveau intellectuel? Parce que moi j'adore la caricature, les genres... je crois que c'est un peu de tout. Et puis question d'éducation, moi je trouve, on a un tel rapport au chef. Le chef ne peut pas être contredit, le chef peut pas être caricaturé. Oui, donc on peut pas. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas, et je crois que c'est ça qui dérange un peu. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, on a ce qu'on appelle la parentèle à plaisanterie. Donc avant de se battre, on s'envoie des blagues, et si tout le monde réussit, des vannes, et si tout le monde réussit, il n'y a plus de conflit. Mais chez nous, on va se tuer. On va se tuer. Est-ce que vous avez un stylo? Je crois que ça c'est mon bouquin à moi. Oui, bien sûr. Voilà, donc moi je vais lire pendant le week-end. Je vais passer un bon moment parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Je mets à la grande... À la grande lionne. À la grande lionne. Comme tu aimes Dadju, donc la lionne, c'est moi, quoi. C'est vraiment magnifique ce bouquin, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment bien. C'est vrai que le prix, aïe aïe aïe, $15. Kadima Kitsa, mon Keko, 15, c'est quand même... Non, on va arriver à un moment où ce sera même à 5 ou à $6. Mais il faut que j'arrive à comprendre il faut écrire au ministre de la Justice qui vous aide un peu par rapport à... Qu'est-ce qu'il y a avec la ministre de la Justice? Mais oui, je ne sais pas. Le ministre de la Culture, vraiment, de vous aider. Parce que les bouquins, les livres, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de voyager, tout ça. Ouais. Mais en tout cas, la toute dernière question, par rapport aux livres numériques, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ma fille n'aime pas les livres comme ça. Est-ce que c'est une question de période, de génération aussi? C'est une question de génération et d'usage. J'ai sorti ce livre en numérique. J'ai pas vendu 10 exemplaires. Ok. Alors que là, j'ai déjà vendu près de 100 exemplaires de ce livre. Ok. C'est une question d'usage. On n'a pas l'usage. Peut-être parce qu'on a des problèmes d'électricité. D'internet aussi, ce qui coûte cher. Oui. Ça peut être tout ça.
Accordez-moi 2 minutes, oui, on est en train de me dédier et puis c'est fini. Je vous en prie. Donc, on me dédie par... merci. On est presque déjà à la fin, donc... merci beaucoup. Lyon TV. Voilà. Je mets Kinshasa. Voilà. Lyon TV. On est le... Oh, aujourd'hui on est le 8 juillet, je crois. 8 juillet. Le 8, hein? Voilà. 2022. Voilà. Merci beaucoup, donc, Paulette, la grande Lyon, pour son savoir, son savoir-faire et savoir-être. Merci pour ta passion du journalisme. Merci beaucoup, merci. En tout cas, vraiment, achetez ce bouquin, je vous le recommande. Vous allez passer un moment très, très agréable. Voilà, on va se retrouver très, très prochainement, Inch'Allah.